Il y a 10 ans, j'ai créé Geography Now dans un appartement, avec peu d'expérience en caméra et seulement 1 mois d'apprentissage en animation graphique. Ma mission était de couvrir les 193 pays de l'Organisation des Nations Unies, et voici notre dernière leçon. Vous savez, enseigner n'est pas amusant si je ne peux pas vous montrer, et je ne peux pas le faire avec cette bâche noire. Alors, vous savez quoi? Nous y sommes, venez tous, où est-ce? Zimbabwe. Bienvenue au Zimbabwe. Il est temps pour la géographie. Salut les gars, j'ai invité 18 de mes meilleurs abonnés à me rejoindre pour cette grande aventure au Zimbabwe. Et au fait, vous pouvez obtenir vos produits Geography Now, comme ce t-shirt, sur geographynow.com. Et qu'est-ce que je dis toujours? Ce n'est pas vendre son âme si c'est ta propre marque. Ils regardent l'émission, ils connaissent mon truc. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi obtenir une figurine Figaimi. C'est ça, je suis maintenant une figurine sur figama.com pour la dernière fois. C'est la dernière fois qu'on en fait la promotion. Tous mes abonnés en reçoivent une aujourd'hui au Zimbabwe. Bon, avant de commencer, je dois changer un peu les choses. Merci Rouba pour les chemises après l'épisode sur le Soudan. Retrouvez-les sur unityshirtshop.com. Elle m'a offert une chemise par pays africain et j'avais promis de toutes les porter. Voici la dernière. Zimbabwe. Alors, au Zimbabwe, ils ont un dicton. Zimbabwe kanyeka kadiki mekano nakidza, ce qui veut dire que le Zimbabwe est un petit pays. C'est très amusant et on va bien s'amuser dans cet épisode. Quelle meilleure façon de commencer qu'en analysant le drapeau? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, non? Le drapeau du Zimbabwe a 7 bandes horizontales vertes, dorées, rouges et noires, et un triangle blanc avec une étoile rouge à 5 branches. Le Ungwe, oiseau du Zimbabwe, représente la statuette en stéatite découverte dans les ruines du Grand Zimbabwe. C'est sûrement un pigargue africain ou un aigle battleur, mais nul n'en est certain. Officiellement, le triangle blanc représente la paix. L'étoile rouge incarne les aspirations nationales, le vert l'agriculture et le jaune la richesse minérale. Le noir symbolise l'héritage et la race majoritaire, le rouge représente. Passons aux armoiries. On y voit l'oiseau en stéatite du Zimbabwe, l'étoile rouge du drapeau, une houe et le canon d'une automate Kalachnikov 47 symbolisant le passage de la guerre à la paix. La couronne d'or et de verre symbolise la protection de l'économie nationale par les entreprises minières et agricoles. Ensuite, nous arrivons au bouclier vert orné de lignes ondulées bleues et d'une pierre symbolisant la fertilité et la prospérité. De chaque côté du bouclier, un koudou symbolise les groupes ethniques unis du Zimbabwe. Ils se tiennent sur un monticule illustrant l'importance de nourrir le pays. Enfin, la devise unité, liberté, travail est inscrite en bas. Super drapeau, non? L'oiseau en stéatite, symbole emblématique du pays, montre l'importance de cette pierre ici. Le concept général des pierres y joue aussi un rôle intéressant. Zimbabwe signifie la maison des pierres, mais nous y reviendrons. Trouvons d'abord le Zimbabwe sur la carte. Zimbabwe. Beaucoup disent simplement Zim, ou se nomment Zim ou Zimbo. Ce pays a eu plusieurs noms autrefois. Vous avez sûrement entendu parler de la Rhodésie, comme le Rhodesian Ridgeback nommé d'après Cecil Rhodes. Il voulait construire un train du Cap au Caire. Voici comment ça s'est passé. Je deviens indépendant. Ouah. D'accord, je vais m'appeler Rhodésie puisqu'il ne distingue pas nord et sud. Attends, on gagne aussi l'indépendance. D'accord, appelons-nous Zimbabwe-Rhodésie. Pourquoi ne pas enlever Rhodésie, nous appeler Zimbabwe et changer la capitale de Fort Salisbury à Harare? Oui, faisons ça. N'oublie pas qu'avant, ils formaient une fédération avec le Malawi et la Zambie, appelée Nyasaland et Rhodésie du Nord et du Sud. Avant tout cela, il s'est passé beaucoup de choses. Localisons-le sur la carte. Le Zimbabwe est un pays enclavé d'Afrique australe. Il a la forme d'une théière, entourée par le Mozambique, la Zambie, le Botswana et l'Afrique du Sud. En zoomant, on voit que le Zimbabwe touche presque la Namibie au pont de Kazangula. J'appelle cela un point quadruple où les 4 pays se rejoignent. Mais techniquement, les cartographes vont devenir super agaçants et dire « Eh bien, en fait, c'est un double tripoint ». Parce que la frontière entre le Botswana et la Zambie forme une bande plate de 150 mètres de large qui sépare le Zimbabwe de la Namibie. Taisez-vous, les intellos.
J'y suis allé, j'ai documenté. On voit les 4 pays, personne ne regarde les détails juridiques, c'est un point quadruple. Le pays compte 8 provinces et 2 villes à statut provincial. Bulawayo est la deuxième plus grande ville, Harare la plus grande et la capitale. Harare abrite le principal aéroport du pays, l'aéroport international Robert Gabriel Mugabe. L'aéroport de Victoria Falls, situé au nord-ouest, est le deuxième plus fréquenté grâce à la forte demande touristique. Sinon, le pays détient un réseau ferroviaire historiquement développé, reliant passagers et marchandises à tous ses voisins. Tous fonctionnent sous la société d'État Chemins de fer nationaux du Zimbabwe ou Chemins de fer nationaux du Zimbabwe, qui opère depuis 1893 à l'origine sous le nom de Chemins de fer rhodésien. Le pays possède aussi un vaste réseau routier reliant toutes les grandes villes et centres urbains. La plupart des routes évitent le corridor nord à cause des grands parcs nationaux et du réservoir de Kariba. Les autoroutes principales traversent donc la zone centrale. De plus, gardez à l'esprit que le poste frontière de Beit Bridge, au sud, entre eux et l'Afrique du Sud, est le poste frontière routier le plus fréquenté de toute l'Afrique. Enfin, gardez simplement à l'esprit que vous entendrez peut-être souvent les mots Mashonaland et Matabeleland ici. Ce sont des régions traditionnelles du pays où la majorité du peuple Shona vit, c'est-à-dire le Mashonaland, et où le peuple Ndebele vit à l'ouest, c'est le Matabeleland, voilà. Le Zimbabwe reste en quelque sorte le rebelle parmi les anciennes colonies britanniques d'Afrique. Hormis les États-Unis, ils sont la seule ancienne colonie britannique à avoir proclamé leur indépendance. Non, partez! Contrairement aux autres colonies, qui ont plutôt négocié lentement et trouvé un moyen d'obtenir leur indépendance. Elle avait été déclarée par le gouvernement du Front rhodésien d'Ian Smith, minorité blanche, mais le Royaume-Uni l'a vue comme une rébellion. Oui, ça ne m'étonne pas. Soyons honnêtes, dans les années 1960, la moitié de l'Afrique devenait indépendante, alors ils voyaient cela ainsi. On n'aime pas ce que vous faites, mais vous contrôler par la force n'est pas rentable et dépassé. Je vais devoir demander les sanctions de l'Organisation des Nations Unies contre vous, en espérant que vous regretterez vos actes et vous autodétruirez. Je ramasserai les morceaux quand vous reviendrez vers le Commonwealth. La guerre du Bush a alors débuté entre le gouvernement rhodésien, et ce n'est qu'au début des années 1980 que la situation s'est apaisée. Et ils ont en fait été officiellement reconnus comme indépendants par le parti Zimbabwe African National Union de Mugabe. Petite anecdote, Mugabe n'était en réalité pas le premier président, mais le premier Premier ministre. Le premier président était Canaan Bannan, qui a tenté de faire adopter des lois contre ceux se moquant de son nom. Cela n'a fait qu'encourager les moqueries sur son nom. Plus tard, Mugabe deviendra le deuxième président en 1987 et exercera une dictature pendant près de 40 ans. Évidemment, il y a tellement d'endroits magnifiques au Zimbabwe que vous pouvez découvrir si vous décidez de venir. Mais un petit conseil sympa, si vous venez, vous devriez envisager d'obtenir le visa CASA. Si vous obtenez ce visa, vous êtes autorisé à faire des allers-retours entre le Zimbabwe et la Zambie autant de fois que vous le souhaitez pendant 30 jours. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne les chutes Victoria, vous devriez y penser. Sinon, il y a tellement d'endroits sympas dont on pourrait parler et ici, nous avons l'un de nos spécialistes de la géographie du Zimbabwe pour vous expliquer. Je te laisse la parole. Bonjour, je suis Rob, fière Zimbabwéenne. Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie, je suis une fière Zimbabwéenne. Salut tout le monde, je m'appelle Sam, je suis un fier Zimbabwéen. La géographie, et je suis ici pour vous parler de quelques-uns des meilleurs sites que vous pourriez vouloir découvrir. Si jamais vous décidez de venir ici au Zimbabwe, Le Zimbabwe possède une riche histoire. De nombreux royaumes et dynasties anciens ont régné ici. et vous pouvez voir certaines des ruines de ces royaumes un peu partout. Pour les amateurs de sites préhistoriques, les peintures rupestres de Daramombe sont idéales et visibles partout ici. Le Zimbabwe a la plus forte concentration d'art rupestre en Afrique. Le site ancien le plus célèbre et important du pays est les ruines du Grand Zimbabwe, classées Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture du peuple Shona. Ici, vous pouvez voir les murs et enceintes médiévaux en pierre du XIe au XVe siècle de l'ancien royaume, qui jouent un rôle emblématique dans l'identité du Zimbabwe. Pour le WISP, le deuxième plus grand complexe en pierre, les ruines de Kami du royaume Batwa se trouvent près de Bulawayo. Cet endroit fut longtemps un centre commercial important, étendant ses échanges jusqu'en Chine. En parlant de Bulawayo, c'est une ville très sympa. Ils ont le clubhouse de Bulawayo, qui est un club social de style colonial rhodésien préservé et qui est en train d'être transformé en musée. Bien sûr, d'autres villes ont leur charme, comme la capitale, Harare, Ojitungiza, Kwiki, avec leur vie nocturne et leurs marchés. Si vous venez au Zimbabwe, cependant, la chose la plus célèbre et la plus importante à apprécier, c'est notre côté nature.
Vous avez probablement vu le billet de 100 000 milliards de dollars qui circule bien. L'image au dos représente en fait un lieu réel, les rochers équilibrés. C'est un véritable site au Zimbabwe et l'un des plus beaux du parc national de Motobo. Ici, vous trouvez d'étranges rochers érodés empilés les uns sur les autres. Beaucoup d'entre eux portent aussi des noms, comme le rocher de la mère et de l'enfant ou les rochers du bateau volant. Les grottes de Chinoé sont magnifiques et permettent la plongée souterraine dans de superbes eaux bleues. Et enfin, on ne peut pas parler du Zimbabwe sans mentionner le site naturel le plus emblématique, les chutes Victoria ou Mosietunia, la fumée qui gronde. Les chutes Victoria forment la plus vaste nappe d'eau tombante au monde par leur largeur et hauteur combinées. On y observe presque toujours un arc-en-ciel. Nous partageons la cascade avec la Zambie. Pour la meilleure vue, venez côté Zimbabwe. Même le son de l'eau est incroyable. Où vous pouvez voir le majestueux Zambèze Reva dans toute sa splendeur. Quoi qu'il en soit, ce ne sont là que quelques-uns des sites principaux que vous pourriez envisager. J'espère que vous apprécierez. Merci. Merci, je suis Matabasa. Merci, en espérant que cela vous plaise. Merci. Oh là là, ces ruines Shona. Zimbabwe veut dire littéralement maison des pierres, je te l'avais dit. Les pierres sont essentielles ici. Abordons maintenant l'aspect naturel du Zimbabwe dans le prochain segment. Donc, je vais juste parler librement maintenant, ce n'est même pas dans le script, je vais simplement parler de ma propre expérience. Quand vous venez au Zimbabwe, vous voyez à peu près tout ce que vous associez stéréotypiquement à l'Afrique. Vous voyez les savanes, les arbres parasols et tous les animaux imaginables, comme éléphants et babouins, simplement se promener dans les zones habitées par les humains. Mais en plus de cela, il y a aussi la richesse des ressources du Zimbabwe qui joue vraiment un rôle important dans leur identité. Et chaque tribu et groupe ethnique a sa propre façon distincte d'utiliser le côté naturel du Zimbabwe. Découvrons l'infographie animée et la composition physique du Zimbabwe, principalement située sur un plateau. Cela appartient au bassin du Zambèze, entre deux grands fleuves africains, le Zambèze au nord et le Limpopo au sud. Impossible d'évoquer le Zimbabwe sans citer le Zambèze, le plus long fleuve partagé du pays, marquant la frontière nord avec la Zambie. Petite parenthèse, le plus long fleuve uniquement au Zimbabwe est le Save, au sud. Il accueille aussi les célèbres chutes Victoria, partagées avec la Zambie. En prenant en compte la longueur et la hauteur, elle est considérée comme la plus grande chute d'eau du monde et la plus vaste nappe d'eau tombante au monde. Bien que les chutes soient partagées avec la Zambie, la meilleure vue est côté zimbabwéenne, mais la majeure partie des chutes est côté zambien. Là où vous pouvez sauter dans la piscine du diable et donner l'impression que vous êtes sur le point de tomber, alors que vous êtes totalement en sécurité. Le fleuve Zambèze possède le réservoir de Kariba, le plus grand réservoir artificiel du monde, créé avec le barrage de Kariba, alimentant le Zimbabwe et la Zambie. Petite précision, le Zimbabwe n'a pas de grand plan d'eau naturel, seulement des réservoirs artificiels. Maniame près de Harare et le lac Mutirikwi à Masvingo, les deux plus grands ont été créés par des projets de barrage. Sinon, beaucoup dépendent des aquifères souterrains, utilisés par de nombreuses communautés pour extraire de l'eau douce via des puits. Sinon, en dehors de tout cela, la majeure partie du reste du pays est constituée de savanes plates et semi-arides, avec quelques collines ondulantes, jusqu'à ce que vous arriviez à l'est. Ensuite, il y a l'escarpement du Zambèze, les chaînes d'Umukwe et du Zimbabwe à l'est près du Mozambique. Le mont Yangani, point culminant du pays, atteint près de 2600 mètres. Voici notre dernière animation de géographie physique. Comme vous le voyez, il se passe beaucoup de choses au Zimbabwe. Réservoirs, rivières, roches, montagnes, ressources. Tout cela influence leur comportement économique. Et qui de mieux pour couvrir cette partie que vous savez qui Monsieur Noah. Mes amis de géographie, le temps passe vite. Nous y sommes enfin. Zimbabwe. Attendez, c'est mieux comme ça. T-A-R-B-S. Tu pourrais tenir ce marteau pour moi? Oh mince, je ne sais pas. Oh, regarde ça. Je suppose que tu es digne. Allons-y. Tu dois savoir que le Zimbabwe a un grand potentiel en ressources. C'est une puissance minière avec plus de 60 minéraux, surtout des métaux du groupe du platine, mais aussi du chrome, de l'or, du lithium et des diamants. Aujourd'hui, il possède le deuxième plus grand gisement de platine en minerai de chrome de haute qualité au monde. Si vous cherchez des pierres précieuses, vous verrez de la malachite verte et des pierres Sandawana ou Zeutz dans les magasins et marchés au Zimbabwe. Cela n'exclut pas les complications passées du pays.
Oui, en 2018, à un moment donné pendant la crise économique, le ministre des Finances, Tendai Beatty, a annoncé au Parlement que le Zimbabwe avait le solde bancaire le plus bas jamais enregistré dans l'histoire. Avec seulement 217 $ restants après avoir payé les fonctionnaires, c'est incroyable. Les défis d'aujourd'hui sont toujours évidents, comme la récente sécheresse provoquée par les phénomènes météorologiques El Niño. Cependant, comme nous l'expliquerons plus tard dans l'épisode, des changements fiscaux ont été mis en place. Et, dans tous les cas, le Zimbabwe montre au moins qu'il est prêt à adopter de nouvelles idées pour aller de l'avant. Ils ont toujours eu un esprit de bâtisseur. En 1961, ils furent le deuxième pays d'Afrique à avoir leur propre chaîne télévision Z Télévision. La seule chose qu'ils ont toujours fièrement mise en avant sur leur chaîne de télévision, c'est la présentation des magnifiques paysages et de la faune du pays. Et sur ce, passons à... Comment s'appelle-t-il déjà? Salut tout le monde! Je suis tellement enthousiaste de faire la rubrique sur les animaux pour le dernier épisode, Zimbabwe. Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas possible. Peut-être juste une dernière fois, c'est Gary Halloween pour un dernier épisode. Hélas, nous sommes arrivés à notre destination finale maintenant. Je vais vous montrer le Zimbabwe aux animaux. Tout d'abord, le Zimbabwe n'abrite pas seulement une grande variété d'espèces aujourd'hui, mais aussi des animaux anciens. Le plus ancien dinosaure africain a été découvert au Zimbabwe, l'Ambirasaurus. Peu de pays africains offrent une expérience de la faune aussi authentique que le Zimbabwe. Ils savent que les animaux sont aussi précieux que leurs ressources minérales. Le safari rapporte près d'un demi-milliard de dollars par an. Ils ont 11 parcs nationaux et, après le Botswana, la deuxième plus grande population d'éléphants d'Afrique, environ 100 000, dont beaucoup dans le parc national Hwange. Voici la mère de Barbe qui observe un éléphant pensant qu'il s'agissait d'une photo et non d'une vidéo. Maintenant que nous avons parlé de la faune sud-africaine, bien sûr, vous connaissez les Big Five. Le Zimbabwe abrite 4 des 5 espèces du Big Five. Les seuls rhinocéros du pays vivent en captivité pour des programmes de protection et d'élevage visant à réintroduire l'espèce dans la nature. Mais à cet égard, le Zimbabwe aime se vanter d'abriter les populations des petits 5, des timides 5 et des laids 5. C'est ma petite amie du lycée. Les petits 5 incluent le rhinocéros, scarabée, éléphant, musaraigne, buffle, tisserand, léopard, tortue et fourmilion. Les timides 5 sont suricates, porc-épic, oryctéropes, renards à oreilles de chauve-souris et loup étrange. Et enfin, ma hache, les 5 affreux, le phacochère, le vautour, le gnou, la hyène et les pattes. Maman. Qu'est-ce que tu vois en moi? Ah, tu es magnifique. Tu es magnifique. Eh bien, en fait, le 5e, le plus laid, est la cigogne marabout qui a une chose très étrange appelée une poche gulaire sous son bec utilisée pour stocker des poissons. Quand il chasse, il a comme un réservoir de nourriture intégré pour manger plus tard. Plus tard, en 1975, le Zimbabwe a adopté la loi sur les parcs et la faune, dans laquelle la chasse ou la capture a été interdite, sauf sous permis spéciaux délivrés par le gouvernement. Ces permis servent principalement à l'élevage en captivité, à la recherche, au contrôle des populations ou à la protection des biens et terres agricoles. Si la faune l'affecte, oui, les gens. Une surpopulation d'une espèce peut nuire à l'écosystème. Parfois, le gouvernement du Zimbabwe dit « Chassez ces millions d'impalas qui mangent toutes les plantes ». Si un gnou broude vos cultures, vous pouvez venger Mufasa en tirant sur eux en plein visage. Vous avez un précédent juridique pour Mufasa. Retour à l'accent américain, quelle aventure folle! Je suis très reconnaissant d'avoir pu vous enseigner la géographie et les animaux du monde au fil des années. Ce fut un plaisir d'apprendre et de grandir ensemble. L'accent de Gary Harlow était incroyable. Je l'ai tenté pour la première fois dans l'épisode sur le Qatar, c'était très amusant. Je sais que certains l'ont détesté, j'ai vu les commentaires, l'accent n'a pas plu et il n'est pas bon. Mais beaucoup de gens l'ont aimé. Mais beaucoup de gens l'ont aimé et c'est amusant. C'est un hommage à l'unique Steve Irwin qui est le roi et restera à jamais le roi des animaux. Donc... Oh, juste une de plus pour la postérité. C'est Gary Harlow qui vous dit au revoir. Santé. Merci Caleb, alias Gary Harlow. Passons maintenant au dernier segment, la cuisine du Zimbabwe. Oh, il s'y attendait. Noah, tu dis nourriture, comme ça maintenant. La cuisine zimbabwéenne suit le modèle culinaire de l'Afrique australe et orientale, partageant des plats avec les pays voisins.
Les aliments de base les plus populaires sont généralement servis, la plupart des plats étant soit du enshima, soit du sansa, généralement à base de maïs, mais pouvant aussi être préparés avec du sorgho, du millet ou du manioc. Nous avons demandé à vous, les géographes zimbabwéens, quel était le plat le plus populaire au Zimbabwe, et beaucoup d'entre vous ont répondu qu'il s'agirait probablement du sadza avec aiperizi et gongo, ou du bœuf, des côtes courtes et un ragoût de légumes verts feuillus. D'autres accompagnements incluent le gombo mijoté, le beurre de cacahuète, le riz et le matemba, sardines de lac séché. Dans les marchés, surtout dans les zones plus rurales, vous pourriez trouver davantage de fruits locaux en vente, comme le mutamba ou orange des singes, le watowo ou fruit chewing-gum africain, et le geni ou prune acide. Les Zimbabwéens sont assez entomophages, et dans les rayons traiteurs des épiceries, il n'est pas surprenant de trouver souvent des vers wapan. Ils sont riches en protéines et constituent un encas très populaire parmi la population. Voici un extrait de Barb partageant avec ses abonnés au Zimbabwe. Qui veut goûter les vers mopan? On en a? Oui, ce sont des vers mopani. On ne peut pas échapper au destin. Vas-y Tyler, dis-nous ton avis. Allez, tout le monde l'a fait. Tu en veux encore? Julien aussi. On ne peut pas aller au Zimbabwe sans goûter un goshi. Si le restaurant a une autorisation officielle pour chasser une espèce non menacée afin de réguler la population. Vous pourriez déguster un festin de viande de gibier africain, surtout des ongulés comme le springbok, l'impala, l'antilope, le koudou, le buffle ou le gnu. Enfin, pour les boissons, partout où vous irez, vous verrez du mahalu. C'est une boisson traditionnelle faite de maïs, de lait et de sucre. Au Zimbabwe, chaque bar sert la zambèze, le masuper, le djebuku et le mazaway Orange Crush, des boissons emblématiques pour tous les Zimbabwéens. Ils l'aiment tellement que la société a dû modifier la recette à cause de nouvelles réglementations sur certains ingrédients jugés nocifs. Quand ils ont entendu cela, les gens se sont rebellés et ont menacé de boycotter la société. S'ils l'ont fait jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont gardé la recette originale, le procédé, les ingrédients et tout le reste. Il y avait même un dicton que certaines personnes ont inventé. Si nous mourons, ce sera avec Mizoé. Mes amis de la géographie, ce fut génial et amusant d'être dans l'émission toutes ces années. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. J'espère qu'après tout ce temps, vous avez appris quelques petites choses. Que vous soyez là depuis le début, quelque part en cours de route, ou même seulement maintenant en regardant pour la première fois, du fond du cœur, merci. Ce n'est pas la fin, cependant. Nous nous reverrons, mais pour l'instant, à bientôt. J'en étais digne. Jusqu'à la prochaine fois. Restez à l'écoute et restez prêts. Le peuple zimbabwéen est sans doute l'élément clé du Zimbabwe. Une Zimbabwéenne est quelqu'un qui peut parler plusieurs langues, qui peut dire bonjour, Sabona Magadi, dans ma langue, Mabuyani, c'est une langue Kalanga. Ayant grandi au Zimbabwe, je ne l'échangerai pour rien. Je dirais résilient. En tant que Zimbabwéenne, j'ai vu comment nous avons affronté notre lot de défis politiques et économiques. Mais à travers tout cela, nous avons toujours réussi à garder la tête haute et à conserver notre chaleur et notre gentillesse. Peu importe ce qui se passe, nous sommes toujours le genre de personnes qui s'accueillent les uns les autres à bras ouverts et avec le sourire. Zimbabwe, nous sommes un peuple culturel, nous faisons des cérémonies traditionnelles. Nous continuons à agir ainsi pour nous identifier comme peuple. Mais en tant que personne pieuse, Dieu arrangera nos affaires. Amicale, accessible, accueillante. Des personnes avec tant de culture. C'est pour cela que nous sommes battantes. Nous travaillons dur et faisons de notre mieux. Et on se donne à fond. Et on bosse dur. Quand je dis zimbabwéenne, il y a de la fierté dedans, donc la diversité parmi les gens qui existent. Je suis fière d'être zimbabwéenne. Être zimbabwéenne signifie venir du meilleur pays du monde. Ce qui unit tous les Zimbabwéens, je pense que c'est la façon dont nous avons été élevés. Même si nous pouvons être Shona sur le billard, ou Nambia, nous sommes un seul peuple et une seule nation zimbabwéenne, et ce lien familial et chrétien nous aide à rester unis. Qu'est-ce qu'un Zimbabwéen? On m'a dit qu'il existe un mot, kupatana, qui signifie se rassembler, une vertu partagée par de nombreux Zimbabwéennes. Maintenant, comme nous allons bientôt l'expliquer, oui, il y a deux principaux groupes ethniques, mais malgré tout, le Zimbabwe est une nation assez diversifiée, avec de nombreux groupes ethno-linguistiques différents qui se rassemblent. Au fil de l'histoire, de nombreux groupes ont envahi, contrôlé ou habité diverses régions. Après la colonisation, la situation s'est complexifiée. Aujourd'hui, malgré tout, tous les peuples d'ici se réunissent simplement comme Zimbabwéennes. Voyons cela sur le graphique démographique. Le pays compte environ 165 millions d'habitants, dont 99% sont d'origine africaine. J'ai relevé des pourcentages contradictoires durant mes recherches et discussions avec les habitants. Mais d'après ce que j'ai compris, il semble que le plus grand groupe ethnique qui domine le pays soit les Shona,
avec un peu plus de 70% de la population, tandis que le deuxième plus grand groupe, les Indébélés, représente environ, disons, 18%. À partir de là, environ 10% du pays est composé des autres groupes africains, tribus, clans et groupes ethno-linguistiques restants. Les 2% restants sont des non-africains, surtout britanniques blancs et quelques asiatiques, principalement indiens. Voici la partie sur la monnaie, les prises électriques et la conduite. On conduit à gauche, ancienne colonie britannique, donc pas surprenant. Pour la monnaie et les prises, c'est plus complexe. En 2009, après la crise financière, 8 monnaies officielles étaient utilisées, celles listées d'ici. Aujourd'hui, ils tentent de relancer le ZiG adossé à l'or, la nouvelle monnaie zimbabwéenne, avec les prix officiels en ZiG dans les magasins. Ils essaient d'imposer la nouvelle monnaie, mais c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on utilise encore des dollars, euros, rangs sud-africains, poulas botswanais, mais le dollar reste le plus courant. En ce qui concerne les prises électriques, beaucoup d'endroits utilisent de la prise de type G, de style britannique, mais j'ai vu beaucoup d'endroits qui utilisent de la prise universelle. Il commence à faire un peu chaud, mais je dois continuer à filmer. Avec toute cette histoire d'argent, vous vous demandez sûrement comment cela est-il arrivé? Pourquoi 8 monnaies officielles en même temps? En 2008, le Zimbabwe a eu le taux d'inflation le plus élevé au monde après la Hongrie. Maintenant, quand les gens pensent au Zimbabwe, l'image qui leur vient parfois à l'esprit, c'est le billet de 100 000 milliards de dollars, la plus grande dénomination de billets au monde. Cela signifiait que leur ancienne monnaie, le dollar zimbabwéen, a été dévaluée 3 fois, puis elle avait été complètement abandonnée en 2009. Les gens avaient besoin de liasses de billets rien que pour acheter un bonbon. Cela signifiait que les Zimbabwéens se sont retrouvés en quelque sorte forcés de trouver des solutions financières par eux-mêmes. Ils ont un mot pour cela, Kungwa Bangwava, qui exprime la culture du système D des Zimbabwéens. J'ai aussi oublié de mentionner les langues. Aujourd'hui, le Zimbabwe a en fait dépassé l'Afrique du Sud en ayant 16 langues officielles. L'anglais sert de langue véhiculaire pour ceux qui ne parlent aucune de ces 16 langues. C'est ici qu'intervient la controversée loi sur la réforme agraire. C'est un sujet dont les Zimbabwéens sont un peu hésitants à parler, ils sont un peu mal à l'aise avec ça, mais ils doivent quand même l'aborder, à un moment donné. Vous avez peut-être entendu certaines choses à ce sujet dans les actualités. C'était l'événement où ils ont voulu rendre la terre aux Zimbabwéens autochtones en la retirant aux colons blancs. Sur le papier, ça semblait bien, mais la façon dont cela a été mis en œuvre a un peu mal tourné, disons simplement que ça a fait la une des journaux. Selon l'accord de Lancaster de 1979, peu après l'indépendance. Cet accord devait réunir vendeurs et acheteurs volontaires, mais les terres ne se vendaient pas assez vite. Le gouvernement, devenu impatient, a commencé à saisir les terres de force et c'est là que tout a changé. Et c'est la partie de l'histoire qui devient vraiment compliquée, parce que tout dépend vraiment de la personne à qui vous demandez. Au Zimbabwe, qu'ils soient natifs, blancs, fonctionnaires ou ruraux, tous étaient concernés. L'événement était très complexe. Les Zimbabwéens blancs ont fui le pays, estimant qu'ils ne pouvaient plus rester, alors qu'au début, les habitants trouvaient cela positif. Ils récupéraient leurs terres, mais le gouvernement les attribuait en réalité aux fonctionnaires et à leurs familles, révélant un fort népotisme. Quand ils ont vu cela se produire, cela leur a fait ressentir les choses différemment de ce qu'ils pensaient au départ. Cela a mené à la loi sur la démocratie et la relance économique du Zimbabwe, loi sur la démocratie et la relance économique du Zimbabwe, en 2001, puis aux sanctions occidentales en 2008 et 2009. Cela a affecté leur économie et compliqué la situation. Ils ne pouvaient plus obtenir de fonds du Fonds monétaire international. Malgré de grandes réserves de diamants et d'autres ressources, la demande a baissé tandis que l'offre a augmenté avec les conséquences prévisibles. Depuis, les Zimbabwéens ont montré leur résilience malgré les complications des 10 à 20 dernières années. Ils savaient s'en sortir et s'amuser en toutes circonstances. Rien n'est plus amusant que le sport. Passons maintenant à l'art avec la partie sportive. Salut, c'est Art. Je suis de retour. Hé Art, tu deviens quoi? Ah, pas grand-chose. Monsieur Ernest. Monsieur Nouveau-Mexique. Félicitations. Félicitations, Monsieur Nouveau-Mexique. Ah oui, cette chose est arrivée. Oui, c'est ça, oui. Pas de quoi en faire tout un plat. Oh, salut, Mikao, quoi de neuf? Quelqu'un a grandi. Tu étais bébé dans l'émission. Le temps passe vite, non? Allez, une dernière fois. C'est doux amer, on y va.
Pour comprendre le jeu du Zimbabwe, il faut regarder son passé de colonie britannique. Les sports britanniques comme le cricket, le rugby et le football sont populaires ici. En fait, le cricket est l'un des seuls sports où ils se sont qualifiés. Coupe du Monde. Leur équipe nationale, les Chevrons, est très connue ici et ses joueurs aussi. Si vous croisez un Tatenda, il y a 90% de chances qu'il soit du Zimbabwe où il joue beaucoup à la Nintendo. Nintendo, la Nintendo féminine. Leur équipe nationale de rugby à 15 Les Sables a participé à 2 Coupes du monde de rugby. Beaucoup de Zimbabwéens vous rappelleront que leur équipe nationale masculine, les Warriors, a participé 5 fois à la Coupe d'Afrique et a remporté la Costa Cup 6 fois. Quand ces deux équipes s'affrontent, ils deviennent fous. Les Zimbabwéens rappellent avec fierté avoir été les premiers d'Afrique australe à accueillir les Jeux panafricains en 1995. À ce jour, le Zimbabwe a 8 médailles olympiques, mais il y a plus surprenant. 7 de ces 8 médailles olympiques ont toutes été remportées par Christy Coventry en natation féminine, faisant d'elle l'athlète la plus décorée de toute l'Afrique. Après avoir gagné ces médailles pour son pays, Robert Mugabe l'a appelée la fille du Zimbabwe et la fille d'or, lui offrant non seulement de l'argent, mais aussi en la nommant ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et des Loisirs. Dans ce gouvernement, nous ne pouvons pas non plus oublier Elliot Majaji, un athlète d'athlétisme dont le bras a été amputé après un accident électrique. Après sa convalescence, il est devenu le premier médaillé d'or paralympique du Zimbabwe. Voilà la partie sportive du Zimbabwe. Merci à tous ceux qui suivent Geography Now. C'est une grande partie de ma vie. Paul et les autres co-animateurs sont parmi mes meilleurs amis. Nous sommes très proches. Une belle aventure. Nous continuerons à faire d'autres choses, mais c'est la fin de ce chapitre. Passons donc au suivant. Dernière fois, est-ce que je peux faire les griffes de Wolverine? D'accord. Très bien. D'accord, c'est parti. Merci Art. Oui, les Zimbabwéennes restent très créatifs, amusants, compétitifs, mais ils présentent aussi une grande diversité ethno-linguistique. C'est super de les mettre en avant, mais ce n'est pas mon rôle. Notre préférée, Anna l'imprévisible, s'en occupe. À toi Anna, parlons culture. Anna, une dernière fois. Salut à tous, une dernière fois au hasard, je suis Anna l'imprévisible. Voici la rubrique Culture. Je n'arrive pas à croire que c'est le dernier épisode. J'ai lu cette phrase sur le prompteur et j'ai été émue, parce que nous faisons ça depuis tant d'années. Combien d'années? C'était combien? 7 ans ou quelque chose comme ça? Ça fait environ 7 ans. J'ai été mariée 6 ans et demi et j'ai commencé juste avant le mariage. Ou avant que tu épouses Yann? Avant d'épouser Yann, j'ai filmé. J'avais juste besoin d'une fille sachant lire le prompteur. Tu étais parfaite. C'était littéralement ça, je suis arrivée, je n'avais aucune idée de ce que je faisais, et nous voilà 7 ans plus tard, de toute façon. Comme mentionné, le Zimbabwe compte de nombreux groupes ethniques issus principalement de la grande migration bantou. Nous allons d'abord présenter brièvement les 2 principaux groupes du pays, les Shona et les Ndebele, représentant 90% de la population. Le peuple Shona est un groupe tellement influent que presque tout le monde apprend leur langue, et elle est devenue une partie presque omniprésente de leur identité nationale. Les peuples Shona étaient connus pour avoir fondé le royaume du Zimbabwe, d'où le pays tire son nom, qui a été construit autour des châteaux et de la cité médiévale du Grand Zimbabwe. Par la suite, d'autres royaumes comme les Torwa, Mutapa et enfin les Rosevi ont régné jusqu'au 19e siècle. Et s'il y a une chose pour laquelle les Shona sont particulièrement connus, c'est leur valeur accordée à la sculpture sur pierre, notamment dans la stéatite, puis plus tard dans la serpentine. Ces pierres sont uniques car elles commencent avec une couleur grise, mais une fois polies, elles deviennent noires. Ainsi, de nombreuses sculptures présentent des parties polies et non polies pour mettre en valeur la belle dualité des caractéristiques naturelles de la pierre. L'emblème national du Zimbabwe s'inspire de l'oiseau en stéatite découvert à Great Zimbabwe. Les Ndebele sont divisés en groupes nord et sud. Ce sont les cousins des Zoulous d'Afrique du Sud qui ont migré vers le nord, atteignant l'ouest du Zimbabwe et le nord de l'Afrique du Sud. Ils partagent de nombreux traits culturels et une langue assez compréhensible avec les Zoulous. L'artisanat ndébélé utilise des perles colorées pour créer de grands anneaux couvrant presque tout le corps lors des cérémonies. Les membres, le cou, la tête et les chevilles. À la campagne, hors des villes, vous verrez peut-être des indalous, des maisons en torchis aux toits de chaume encore habitées. Ils peignent traditionnellement les façades de ces maisons avec des motifs colorés réalisés par les femmes.
De nombreux villages ndébélés peuvent avoir un bâtiment dédié à Sengoma, qui est une guérisseuse traditionnelle utilisant diverses herbes et des rituels traditionnels pour soigner les personnes souffrant de maladies. Le pays compte aussi de nombreux peuples et coutumes uniques, dont les Vadoma, appelés peuples autruches. Une grande partie de cette population vit avec la condition d'ectrodactylie, qui leur donne des doigts fendus aux mains et aux pieds. Par ailleurs, presque tous les Zimbabwéens connaissent le matupo, souvent appelé totem. Ce n'est pas comme les totems en Amérique, mais un concept pour identifier tribus et clans autochtones représentés par des animaux locaux. Donc, par exemple, lorsque les Zimbabwéens se rencontrent, ils peuvent demander quel est leur matupo, et une réponse pourrait être quelque chose comme « Je viens du matupo du phacochère » ou du matupo de la girafe. Ils connaîtront l'origine, la lignée et l'histoire familiale de cette personne. Anna, quel serait ton matupo selon toi? J'aime les pandarous, ils sont féroces. As-tu vu ses résidents? Ils sont féroces, et c'est la chose la plus mignonne qui ait jamais existé, donc le pandarou. Cela visait à organiser les clans et empêcher les mariages entre proches. Les membres d'un même matupo ne peuvent se marier. Et cela sert aussi à protéger l'environnement, car il est généralement considéré comme tabou de manger ou de tuer l'animal qui représente votre matupo. Vous remarquerez que le mois de novembre est considéré comme sacré au Zimbabwe. On croit que c'est le mois où les esprits ancestraux se reposent. Mariages, cérémonies, événements, commémorations et chasses sont rarement pratiqués car ces occasions invoquent souvent les esprits. Au Zimbabwe, vous verrez de nombreux bomas, espaces de rassemblement autour d'un feu, généralement pour manger. Des réunions et des spectacles qui comportent généralement beaucoup de musique. Et avec cela, heureusement, vous n'aurez à entendre Keith qu'une dernière fois. Nous passons à Keith pour la partie musicale. Mais avant cela, je voudrais juste dire que ça a été un honneur et un privilège de faire partie de Geography Now et de parler de la culture de différents pays. J'ai tellement appris et j'ai rencontré tant de personnes formidables venant de différentes cultures à travers le monde. Donc je dois remercier Paul. Je suis tellement content que tu aies fait partie de la chaîne tout ce temps et l'avoir vu grandir. Je me suis mariée et j'ai eu un enfant. Tu as été enceinte dans l'émission? J'ai été enceinte dans l'émission. C'est faux. Paul m'aime toujours. Il m'a offert un voyage à Sainte-Lucie. La semaine suivante, le COVID est arrivé, puis nous avons eu un bébé. Je te dois un voyage à Sainte-Lucie. Tu n'as pas vu le dernier de Hannah? Tu n'as pas encore vu la dernière de nous? Merci Hannah pour tout. Merci Paul, je t'aime. Et maintenant à Keith. Oh Keith. Et nous avons retrouvé Keith. Salut, Keith est de retour. Comment sont mes cheveux? Mais ça a vraiment l'air nul. Ouais, bon les gars, c'est le dernier épisode et devinez qui est de retour, c'est moi. Keith, l'unique, le seul, l'éternel Keith pour toujours. Le plus grand Keith qui ait jamais existé. Vous pouvez même acheter ce t-shirt sur geographynow.com. Prenez ce t-shirt de toute façon. Passons à l'épisode sur le Zimbabwe, les gars, d'accord? Alors parlons musique. Est-ce que je viens de recevoir un message en plein milieu et de gâcher cette prise? Je ne te parle pas, abruti. Au Zimbabwe, si vous demandez quel est l'instrument le plus emblématique, la plupart diront probablement l'imbira. Parfois appelé le piano à pouces, c'est essentiellement un instrument où l'on pince les touches en métal avec les pouces et ça produit un son métallique vraiment cool. Je les trouve super. Si vous vivez au Zimbabwe et souhaitez m'en envoyer un, faites-le s'il vous plaît. On dit que cet instrument a été inventé ici et qu'il accompagne presque chaque événement ou cérémonie au Zimbabwe. Vous entendrez et verrez aussi d'autres instruments utilisés lors des événements, comme de grands tambours appelés ngoma, des hochets en calebasse appelés osho et le grand xylophone en bois appelé marimba. Ces 4 instruments sont comme la base de chaque performance traditionnelle. J'ai joué de la marimba au lycée dans la fanfare, c'était cool. Suis-je un joueur de classe mondiale? Absolument pas. De plus, bien sûr, la musique est presque toujours accompagnée de chants et de danse. Chaque groupe a son style et sa mélodie, mais tous partagent un système harmonique vocal complexe avec beaucoup d'improvisation. Souvent, les chanteurs échangent avec le public et entre eux sur scène, puis chantent généralement une phrase de 4 mesures. La participation est attendue lors de ces représentations. Si vous voulez, rejoignez-les, c'est la règle. Franchement, qui ne va pas à un concert de rock? Quand le chanteur dit « Très bien public, chantez cette partie, wow !» Vivez-le à fond.
Tu vois, voilà, Paul, tu chantes les paroles. Sinon, dans un sens plus contemporain, la musique du Zimbabwe a évolué au cours du siècle dernier, prenant des influences, par exemple, le sangura, qui signifie lapin, est l'un des genres les plus populaires, sinon le plus populaire, qui a émergé dans les années 1950. Il a de nouveau été popularisé dans les années 80 par Ephraim Joe et son groupe. C'est un style fusionnant instruments traditionnels, rock, rumba et pop mêlant influences occidentales et africaines. Les chansons durent au moins 10 minutes, alors installe-toi si tu apprécies les longs concerts. Les groupes de rock progressif donnent aussi de longs concerts, alors profite du spectacle. Nous vivons dans un monde axé sur la gratification instantanée que les boomers appellent le cerveau TikTok. Un autre genre qui vient du Zimbabwe est le mbubai. Voilà qui n'aime pas les seins, tu vois ce que je veux dire? Créé par des mineurs chantant dans les grottes pour passer le temps, ils utilisaient les échos. Pour obtenir un bon effet de délai, ils chantaient avec celui-ci. Mais il ne faut pas oublier le Zim Dancehall, c'est aussi un genre très populaire, fortement influencé par la musique dancehall jamaïcaine. D'ailleurs, en parlant de la Jamaïque, Bob Marley a joué lors de l'indépendance du pays, a écrit la chanson Zimbabwe et l'a fait gratuitement. Wow! D'autres genres qui sont apparus au Zimbabwe incluent le jihidi, le chimichurri, le tuko et le zimpop. Voici quelques-uns des meilleurs artistes du Zimbabwe. Tu devrais vraiment les chercher si tu as le temps. Affiche la liste des personnes. Et l'un de nos abonnés nous a dit « Tout le monde aime Winky D en secret. Si tu le critiques, tu te feras détruire au Zimbabwe où tu risques de te faire piétiner à mort par des éléphants. » Et vous vouliez qu'on le dise? Alec Machizo a inventé la danse appelée Barrowdale. Tous les Zimbabwéens connaissent cette danse. Et c'est important de dire au monde à quel point le Zimbabwe a créé de choses au fil des années. C'est fou, non? En tout cas, c'est tout pour moi, tu vois? Je voudrais remercier Paul de m'avoir invité dans l'émission. De 2016 à aujourd'hui, 2024, 8 ans de géographie. Maintenant pour moi, 10 ans au total. Ça a été un long parcours. Nous avons vu et fait des choses. Je fais un clin d'œil à des abonnés rencontrés grâce à l'émission. Salut André et Dragono, vous étiez super. Tous mes potes des Balkans, mes amis des pays d'Europe du Nord, du Moyen-Orient, vous savez qui vous êtes. Merci à chacun d'entre vous sur cette planète qui m'a regardé faire l'idiot devant la caméra. J'espère que j'ai pu vous faire sourire et rire. Peut-être qu'un jour, j'aurai mon propre pays appelé K'Éthiopie. Ce n'est pas l'ennemi, mais c'est la fin. Eh bien mec, ce n'est jamais la fin pour moi, parce que je suis Keith, je suis immortel. Je transcende le temps, je suis le meilleur avec Internet. Tant que les serveurs restent en ligne, tout va bien, sauf en cas d'holocauste nucléaire où tout finirait. Je vous aime, merci. Wouf, ne vous droguez pas, restez à l'école. J'espère vous voir à la prochaine. Merci Keith. C'est tellement bien de te revoir parmi nous. Et sur ce, passons à notre dernière rubrique. Vous savez quoi? C'est la Friend Zone. Le Zimbabwe a entretenu de nombreux liens diplomatiques avec ses voisins d'Afrique australe et à l'étranger au fil des ans. Pour commencer, après avoir déclaré leur indépendance et signé l'accord de Lancaster, ils se sont d'abord concentrés davantage sur le mouvement des non-alignés, ou mouvement des non-alignés car cette période se situait en plein cœur de la guerre froide. Durant la guerre du Bush en Rhodésie, la Chine soutenait le ZANU de Robert Mugabe et la Russie le ZAPU de Joshua Nkomo. Le ZANU a pris le pouvoir et la Chine est depuis le principal investisseur étranger au Zimbabwe. Leurs chefs d'État se sont rendus visite mutuellement et ils ont conclu de nombreux accords commerciaux dans des domaines allant de l'agriculture à l'équipement militaire. Pour l'Europe, Mugabe avait toujours été en quelque sorte critique envers la France à distance après avoir fait des déclarations sur leur implication dans les affaires africaines, comme la guerre civile de Djibouti. En 2003, lui et sa femme ont été conviés par le président Jacques Chirac lors d'une tentative diplomatique controversée. Et bien que Mugabe ait exprimé sa reconnaissance, cela a contrarié d'autres nations européennes à l'époque à cause de la France, qui semblait offrir une légitimité à une personnalité qu'elle considérait comme controversée. L'Afrique du Sud, le Royaume-Uni et l'Australie accueillent les plus grandes communautés zimbabwéennes, la plupart ayant émigré lors de conflits. Fait intéressant, Mugabe se disait anglophile. Il portait souvent des costumes Savile Row, était un grand fan de cricket et s'est lié d'amitié avec Margaret Thatcher. Il est même allé jusqu'à les soutenir lors de la guerre des îles Malouines et a refusé des discussions avec l'Union soviétique,
préférant accepter des conseillers militaires britanniques et permettre l'installation de bases militaires britanniques. À la fin des années 90 et début 2000, après des accusations de violation des droits de l'homme, Mugabe a accusé les Britanniques de sabotage. Après le coup d'État de 2017 ayant évincé Mugabe, les relations se sont améliorées et les visites diplomatiques ont repris. Sinon, si l'on veut parler de leurs meilleurs amis, cela dépend vraiment de la personne à qui vous posez la question. Par exemple, le Zimbabwe et le Mozambique partagent le même groupe ethnique Shona, et une grande partie de leur secteur commercial dépend de la ligne de train qui va jusqu'au port de Beira. L'Afrique du Sud et le Botswana ont de nombreux groupes ethniques communs. L'Afrique du Sud a aussi souvent servi de médiateur lors des conflits au Zimbabwe. Le Botswana a connu de brefs épisodes de critiques sous Mugabe. Comme lors de l'afflux massif de réfugiés zimbabwènes, ils ont dénoncé publiquement l'illégitimité de leur système politique. Ou lors de la construction du pont de Kazangula, contournant les eaux du Zimbabwe et rompant la coopération avec ce pays. Néanmoins, encore une fois, après la destitution de Mugabe, les relations se sont améliorées et désormais le Botswana entretient généralement des relations amicales avec le Zimbabwe. Mais enfin, nous arrivons à l'ami sur lequel ils se sont généralement mis d'accord, qui est probablement la personne la moins dramatique et la plus détendue avec qui traîner, la Zambie. Ces deux pays ont partagé une histoire commune comme les deux Rhodésies et ont aussi des groupes ethniques similaires comme les Tonga. La Zambie a souvent servi de médiateur pendant les conflits au Zimbabwe et a conclu de nombreux accords de coopération avec ce pays. Les Zambiens et les Zimbabwéennes peuvent facilement traverser la frontière et travailler dans le pays voisin, et il n'est pas rare de voir de nombreuses personnes de ces deux pays se marier entre elles et fonder une famille. Ils s'aiment de l'autre côté. En conclusion, le Zimbabwe incarne vraiment le sens même de son nom, Zimbabwe, le grand Zimbabwe. La Maison des Pierres, ancien royaume médiéval, a pris le pouvoir, commercé et évolué pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Je tiens simplement à adresser un immense merci au Zimbabwe, ce pays qui m'a accueilli et m'a permis de le visiter, et à toutes les personnes très gentilles qui ont pu m'aider et m'accompagner dans la réalisation de cette vidéo. C'était vraiment un pays formidable, et je suis tellement heureux que non seulement moi, mais aussi ma mère ait pu en faire l'expérience avec moi, ainsi que 18 de mes meilleurs abonnés d'élite. Ce voyage fut inoubliable, je suis ravi d'avoir réalisé cette vidéo pour vous. Notre dernière leçon sur un pays s'achève. Je veux dire un immense merci à vous tous qui m'avez accompagné pendant 10 ans. C'est vraiment la chose la plus incroyable que j'ai jamais accomplie, et je vous aime tous. La classe est terminée.
Oh, vous croyez que j'avais fini? Non, quand on finit quelque chose, que fait-on? On sort, découvre, vit et partage le monde. Alors, avec ça, vous êtes prêts pour le prochain chapitre de la géographie maintenant?